3 motards arrogants pensaient avoir trouvé une proie facile lorsqu'ils ont repéré 2 femmes seules dans une station-service isolée d'une autoroute, quelque part dans un coin reculé de la campagne française. Mais l'intimidation qu'ils préparaient s'est avérée être la plus grande erreur de leur vie. Ce qui avait commencé comme un arrêt de routine pour faire le plein a finalement conduit au démantèlement d'une dangereuse organisation criminelle et a changé la vie de toutes les personnes impliquées en cette soirée fatidique. Avant de plonger dans l'histoire, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Demain, une nouvelle histoire exceptionnelle vous attend. La lumière ambrée du coucher de soleil illuminait le ciel tandis que René Moreau, au volant de sa Renault de Laguna argentée, entrait sur le parking de la station-service Le Relais, quelque part sur un tronçon tranquille de la Nationale 7 non loin de Villeneuve. Les néons de la petite station-service bourdonnaient doucement, projetant des taches de lumière crue sur le crépuscule qui s'épaississait. Sa vieille amie et collègue, Sarah Dubois, était assise sur le siège passager, finissant sa dernière gorgée de café d'une aire de repos précédente. « Faisons le plein ici », suggéra René, en jetant un coup d'œil à la jauge de carburant qui approchait dangereusement du vide. « Il nous reste encore 1h30 de route jusqu'à Rochefort, et je ne veux pas prendre de risques sur les routes de campagne françaises. » Sarah acquiesça et s'étira. Le trajet depuis la Bourgogne, où elle se venait de terminer une formation tactique spéciale du Bureau national d'enquête, avait été long. Les 2 femmes avaient bien passé 4 jours en entraînement intensif d'autodéfense et de combats rapprochés, et bien que fatiguées, elles se sentaient confiantes. Renée, 35 ans, travaillait depuis 6 ans comme inspectrice au commissariat de police de Rochefort, s'occupant principalement de maltraitance des personnes âgées et de fraude financière. Sarah, de 2 ans sa cadette, travaillait à la brigade de lutte contre le crime organisé, enquêtant sur de dangereux gangs qui franchissaient souvent les limites des départements. Toutes 2 portaient des vêtements amples et confortables. Renée, un jean foncé et un pull bordeaux, Sarah, un pantalon de yoga noir et un t-shirt gris de la police. Leurs insignes et leurs armes de service étaient dissimulées mais à portée de main, une routine ancrée par des années d'expérience. Tandis que René commençait à faire le plein de la voiture, Sarah sortit pour jeter les gobelets de café et prendre quelque chose à grignoter dans la petite boutique. La soirée semblait calme, seul le léger vrombissement de la pompe à essence et le passage occasionnel d'une voiture brisaient le silence. À travers la vitre de la boutique, Sarah vit derrière le comptoir une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés coiffés en chignon, dont le badge indiquait qu'elle s'appelait Marguerite. L'idylle fut cependant bientôt rompue par un bruit de moteur au loin. René leva la tête de son plein d'essence et son regard exercé repéra immédiatement l'éclat du chrome et de l'acier alors que 3 grosses motos tournaient pour entrer sur le parking de la station-service. Quelque chose déclencha immédiatement une sonnette d'alarme dans sa tête. Peut-être leur style de conduite agressif ou le fait que leur plaque d'immatriculation semblait délibérément masquée. Les motards se garèrent près de l'entrée de la boutique, le vrombissement de leur moteur déchirant le silence du soir avant de s'éteindre lentement. René les observait prudemment, comme si elle se concentrait toujours sur la pompe à essence. Les 3 hommes étaient costauds, leurs gilets de cuir ornés d'écussons, qui semblaient être ceux de clubs de motards inconnus. Le chef, qui portait le surnom de « le Serpente », avec son énorme barbe poivre et sel et ses bras tatoués, devait mesurer au moins 1,90 m. L'un de ses compagnons portait un bandana et arborait une cicatrice effrayante sous l'œil gauche, tandis que l'autre, au crâne rasé, se pavanait avec un poing américain accroché à sa ceinture. À l'intérieur, Sarah sentit immédiatement le changement d'atmosphère lorsque les motards entrèrent dans la boutique. Le sourire amical de Marguerite disparut instantanément et elle commença à ajuster nerveusement son cardigan. René termina de faire le plein, mais pour l'instant, elle ne remonta pas dans la voiture, car son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle sortit son téléphone et envoya discrètement un message rapide au central avec un rapport de situation et les coordonnées, comme l'exigeait le protocole. À l'intérieur, la sonnette retentit lorsque le motard au bandana et celui au poing américain entrèrent.
Le bruit sourd de leurs lourdes bottes résonna sinistrement sur le sol de la boutique. Le serpent resta devant la boutique, alluma une cigarette en ignorant le panneau « Défense de fumée ». Ses yeux jaugèrent René, avec un regard presque prédateur qui lui souleva l'estomac. Mais René ne se laissa pas intimider. Elle avait vu bien pire au cours de sa carrière et soutint son regard avec fermeté. À l'intérieur, Marguerite, les mains tremblantes, essayait de mettre de l'ordre derrière le comptoir, évitant le regard des motards. Sarah, le visage impassible, remuait un café qu'elle n'avait en réalité aucune intention de boire, tout en gardant la main droite près de son arme. Elle avait enquêté pendant de longues années sur le crime organisé et sentait maintenant le danger imminent. À travers la vitre de la boutique, elle voyait bien les motos. Elles semblaient chères, mais visiblement modifiées, et Sarah soupçonnait même la présence de compartiments cachés dans les sacoches. Elle remarquait ces détails presque automatiquement, tout en s'efforçant de paraître ordinaire. « Salut, Minou !» lança celui au poing américain à Marguerite, la voix pleine d'une malice sournoise. « Tu ne veux pas sortir de derrière ton comptoir pour qu'on te montre ce qu'est la vraie hospitalité? » Celui au bandana laissa échapper un rire sombre, un rire qui résonna de façon inquiétante sous les néons. Marguerite, cependant, se redressa et, bien que visiblement effrayée, sa voix resta ferme. « Messieurs, veuillez prendre ce que vous désirez, puis partez. Nous fermons dans 10 minutes. » Pendant ce temps, René vit le serpent tirer lentement une nouvelle bouffée de sa cigarette, la savourant avant de jeter le mégot près de la pompe à essence. Ce geste en disait long. L'homme était probablement en état d'ivresse et irresponsable, une combinaison qui le rendait encore plus dangereux. « Jolie petite voiture », lança le serpent avec un sourire narquois à René en passant la main sur la carrosserie de la Laguna. « Mais une aussi jolie femme devrait plutôt voyager avec moi, pas dans cette boîte de conserve. » René soutint son regard, le visage impassible, tout en remarquant la poignée d'un couteau qui dépassait de la botte de l'homme et l'objet protubérant sous son gilet qui ressemblait à une arme. À l'intérieur, l'homme au poing américain s'était penché très près de Marguerite, qui recula, essayant d'éviter son regard. « Détendez-vous, mémé », lui lança-t-il avec un sourire mauvais, mais son visage n'avait rien d'amical, plutôt menaçant. Les mains de Marguerite tremblaient lorsqu'elle reprit la parole. « S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. Mon mari va bientôt arriver pour me chercher. » Sarah savait pertinemment que ce n'était qu'un mensonge désespéré. Elle avait vu le planning affiché dans la boutique, indiquant que Marguerite était seule jusqu'à minuit. Alors qu'une jeune maman et un vieil homme s'enfuyaient également de la boutique, la sonnette retentit à nouveau, ne laissant plus à l'intérieur que les motards, Marguerite et Sarah. Pendant ce temps, à l'extérieur, Renée était également prête, sachant qu'elle devrait bientôt agir avant que l'enfer ne se déchaîne. La tension montait, et Sarah voyait bien que ce n'était qu'une question de temps avant que les choses ne dérapent. Chut. René lui fit de petits signes à travers la porte vitrée. Toutes deux s'étaient préparées au pire, une préparation renforcée par leur récente formation tactique. Le mince silence fut rompu lorsque l'homme au poing américain se pencha brusquement par-dessus le comptoir et agrippa le frêle poignet de Marguerite. « Lâchez-moi !» hurla Marguerite, visiblement effrayée et souffrant. « Allons, ne te fais pas prier !» cracha le motard, tandis que le rire moqueur de celui au bandana emplissait l'espace. Ce fut le moment où Sarah intervint immédiatement, criant d'une voix froide et déterminée. « Lâchez-la immédiatement !» Le serpent, à l'extérieur, entendit également l'agitation et se précipita dans la boutique, ce qui permit à René de se positionner. À l'intérieur, Sarah, son arme désormais visible à sa ceinture, somma l'homme au poing américain de lâcher Marguerite. « Vous feriez mieux de ne pas essayer, » dit-elle, sa voix aussi glaciale que son regard. Marguerite secoua sa main libérée tout en se retirant vers la porte de l'arrière-boutique. Le serpent, entrant alors dans la boutique, se tourna avec colère vers Sarah. Il était visible que l'alcool altérait déjà son jugement. René le suivit, restant de l'autre côté de la boutique pour couvrir sa partenaire et la femme vulnérable. « Ces femmes vous dérangent ?» lança le serpent à ses hommes, en essayant visiblement de faire le point. Les trois motards concentraient maintenant leur attention sur Sarah, formant un demi-cercle autour d'elle
ce qui aurait pu être effrayant pour un profane, mais Sarah resta imperturbable. Quelques instants plus tard, les sirènes retentirent au loin et les gyrophares bleus et rouges devinrent visibles. « C'est toi qui as appelé les flics ?» rugit le serpent en s'approchant. Mais avant qu'il ne puisse sortir ce qui se trouvait sous son gilet, René et Sarah crièrent simultanément. « Police! Mains en l'air! » L'expression des motards passa d'abord à la stupeur, puis à la confusion, lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient affaire à deux inspectrices. « À genoux et mettez les mains sur la tête !» leur ordonna René, sa voix pleine de l'assurance de ses années d'expérience. Le visage du serpent vira au rouge de colère alors qu'il était contraint de s'agenouiller, commençant à réaliser à quel point ils avaient mal choisi leur cible. Celui au bandana tenta de s'échapper par la porte de la boutique, mais les mouvements de René furent plus rapides. D'un geste déterminé, elle lui barra la route. « Mauvaise décision », dit-elle froidement, sur quoi l'homme s'agenouilla lentement à son tour. Pendant ce temps, le son des sirènes s'intensifiait et les policiers locaux envahirent en quelques minutes le parking de la station-service. Marguerite, depuis l'arrière-salle, observait sur les écrans de surveillance ses agresseurs être mis à genoux, ayant du mal à croire à la rapidité avec laquelle cette nuit avait basculé. « Ces insignes sont sûrement des faux !» cracha le serpent, tentant encore de sauver la situation tout en grimaçant. Mais c'est alors qu'apparut un policier bien connu, l'agent Lefebvre, qui connaissait René et Sarah pour avoir travaillé ensemble sur des opérations précédentes. « Inspectrice Moreau, inspectrice Dubois », les salua-t-il officiellement, tout en dissimulant à peine un léger sourire au coin des lèvres. Les motards perdirent alors définitivement tout espoir, et il était visible qu'ils commençaient à réaliser l'ampleur de leur erreur. « J'ai trouvé une arme dissimulée », annonça Sarah à sa collègue, qui fouillait le serpent et sortit un pistolet de calibre 45 dont le numéro de série avait été limé. La fouille sur place révéla d'autres sachets de drogue dans les poches de celui au bandana, ainsi qu'un couteau illégal dans la botte de celui au poing américain. De plus, tous les trois faisaient l'objet de plusieurs mandats d'arrêt émis par différents départements. Une fois que les unités locales eurent sécurisé les lieux, Marguerite s'aventura hors de l'entrepôt, tenant toujours un gobelet en papier d'une main tremblante. Bien qu'elle frissonnât encore de peur, sa voix était ferme lorsqu'elle raconta les événements. « Ce sont ces deux inspectrices qui m'ont sauvée », déclara-t-elle en désignant René et Sarah. Pendant ce temps, les gyrophares des voitures de police illuminaient la zone de la station-service et chacun prenait conscience de la manière dont une soirée à première vue banale s'était transformée en une scène de crime majeur. Ce qui avait semblé être un simple harcèlement était en réalité le début de la chute d'une organisation criminelle plus vaste, et personne ne soupçonnait encore l'ampleur de l'affaire dans laquelle ils étaient tombés en cette mystérieuse nuit française. Elles sont restées si calmes et m'ont protégé lorsque ces hommes devenaient de plus en plus violents. Cela fait 15 ans que je travaille sur ce créneau horaire, mais je n'ai jamais eu aussi peur. René, debout près du comptoir, rédigeait son rapport préliminaire, tandis que Sarah, avec d'autres policiers, rassemblait les preuves. Les enregistrements des caméras de sécurité s'annonçaient particulièrement importants, car ils avaient tout filmé, du harcèlement initial jusqu'à l'arrestation. À travers la vitrine du magasin, on pouvait déjà voir une petite foule de curieux tirés par les gyrophares et la présence policière croissante sur le parking. « Vous avez eu de la chance », grogna le serpent à René, alors que l'agent Lefebvre l'escortait vers la voiture de patrouille. « Si on avait su que vous étiez des flics, alors ce... Qu'auriez-vous fait ?» le coupa Sarah d'une voix glaciale. « Cette arme illégale que vous portiez révèle en soi que vous n'aviez rien de bon en tête ce soir. Et je soupçonne que les motos modifiées garées dehors auraient aussi des choses à raconter. » Dehors, le vieil homme qui s'était enfui plus tôt était revenu pour faire sa déposition à un autre policier. « Je sentais que quelque chose de mauvais se préparait, » dit-il en s'appuyant sur sa canne. Leur comportement le laissait déjà présager, mais ces deux femmes ont géré la situation avec un tel professionnalisme, je n'ai jamais vu ça. Entre-temps, le gérant de la boutique de Marguerite, prévenu des événements, était également arrivé. Après avoir visionné les enregistrements des caméras de sécurité, il se tourna avec gratitude vers René et Sarah. «
« Dieu merci que vous vous soyez arrêté ici ce soir », dit-il en secouant la tête. Marguerite se fait importuner depuis des années par toutes sortes d'individus louches, mais cette fois, c'était bien plus grave que tout ce qui s'était passé auparavant. Dès demain, j'installe un meilleur système de sécurité, c'est certain. Alors que les motards étaient embarqués séparément dans des voitures de patrouille, René remarqua que leurs plaques d'immatriculation provenaient de départements étrangers, voire de plusieurs départements différents. Une vérification rapide révéla que les 3 motos étaient volées, ce qui ajouta encore d'autres chefs d'accusation à leur casier judiciaire. Les numéros de série des moteurs avaient également été habilement modifiés, ce qui laissait supposer l'implication d'une organisation criminelle plus importante. « Je voulais juste faire le plein et prendre un en-cas », dit Sarah, relâchant enfin un peu la tension. « Je ne m'attendais pas à ce que notre soirée se termine par 3 arrestations alors que nous rentrions de formation continue. C'est une bonne chose que l'entraînement tactique soit encore frais dans nos esprits, acquiesça René, tout en terminant son rapport. Les formateurs vont adorer cette vidéo comme support pédagogique. La station-service retrouva lentement son calme habituel tandis que les voitures de patrouille partaient une à une, chacune emmenant un motard calmé qui avait amèrement appris l'erreur de juger quelqu'un sur les apparences. L'agent Lefebvre s'approcha encore des 2 inspectrices avant de partir. « Le commandant voudra entendre parler de cette affaire demain, » dit-il d'un ton approbateur. « Vous avez géré ça parfaitement. Force minimale, dans les règles, et personne n'a été blessé. » Personne ne se doutait encore que ce n'était que le début. Les preuves recueillies cette nuit-là allaient lever le voile sur une affaire bien plus vaste, une organisation criminelle qui terrorisait les petites entreprises à travers tout le pays. Mais pour l'instant, alors que minuit approchait à la station-service, le relais, la seule chose qui comptait était que le service de nuit tranquille puisse se poursuivre en toute sécurité, grâce à ces 2 inspectrices qui s'étaient simplement arrêtées pour faire le plein. De retour au commissariat de Rochefort, l'enregistrement des détenus battait son plein. Les 3 motards étaient assis dans des cellules séparées, complètement abattus, leur arrogance bravache envolée. L'inspectrice Renée Moreau observait derrière la vitre blindée l'inspecteur Martinez interroger le serpent, dont on découvrit qu'il s'appelait en réalité François le Serpent Bernard, et qu'il possédait un casier judiciaire remontant à plusieurs décennies. « Alors, mettons les choses au clair, » dit Martinez en parcourant ses notes. « Vous êtes entré dans ce département avec 3 motos volées, des armes illégales et de la drogue, pour ensuite harceler les gens dans les stations-service. » Le ton de sa voix laissait transparaître à quel point il trouvait absurde ce qu'ils avaient commis. Dans la cellule voisine, Thomas, le cogneur, du rang de son vrai nom, s'épanchait déjà, soulagé par la peur. Il parlait des crimes commis par leur groupe dans plusieurs autres régions. Sarah, debout au comptoir du dépôt des scellés, cataloguait méticuleusement tout ce qui avait été confisqué aux motards. 3 armes à feu illégales, diverses drogues, des cartes bancaires volées et de fausses pièces d'identité. Chaque pièce à conviction alourdissait la liste des chefs d'accusation. « Vous n'allez pas croire ça !» s'exclama l'agent Lefebvre en se dirigeant précipitamment vers René, un papier à la main. Leurs vérifications d'antécédents complètes viennent d'arriver. Ils sont membres d'une organisation criminelle plus importante appelée les Serpents de Fer. Ils pillent depuis longtemps les petites entreprises la nuit, surtout celles où des employés âgés travaillent seuls. Le regard de René s'assombrit en entendant cela. « Alors c'est ce qu'il prévoyait à la station Le Relais, » dit-elle, songeuse. Marguerite n'a pas été choisie au hasard. Et intérieurement, elle était encore plus reconnaissante de s'être arrêtée à cette station-service précise, à ce moment précis. Au commissariat, de plus en plus d'informations faisaient surface concernant les motards. Le balafré, de son vrai nom Étienne, le balafré, Pierre pleurait déjà dans sa cellule, implorant un accord dans l'espoir d'alléger sa situation s'il révélait l'identité des chefs de leur organisation. Pendant ce temps, le commandant David Blanchard convoqua René et Sarah dans son bureau. Le commandant, à la mine sévère mais juste, regardait les enregistrements des caméras de la station-service sur son ordinateur. « Excellent travail, inspectrice », dit-il en arrêtant la vidéo. « Cette affaire aurait pu très mal tourner si vous n'aviez pas été là. Ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est ce que vous avez découvert. »
La Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, nous cherchait aussi. Ils pensent que les serpents de fer commettent des attaques similaires depuis des mois. Ils terrorisent généralement les employés de nuit âgés dans les stations-service et les petits magasins. Par la fenêtre du bureau du commandant, on voyait les autres policiers continuer à rassembler des preuves et à prendre des dépositions. Marguerite arriva également pour déposer officiellement plainte, paraissant bien plus assurée que le soir même. Elle adressa un sourire chaleureux à René et Sarah. « Je ne saurais jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait, » dit-elle d'une voix raffermie. « J'avais très peur, mais la façon dont vous avez géré la situation était tout simplement stupéfiante. C'était comme voir de vrais professionnels au travail. » Bien que l'ecchymose laissée par la poigne de le cogneur fût encore visible sur son poignet, son moral était intact. « C'est exactement ce que vous avez vu, » passa l'inspecteur Martinez à côté d'elle, de nouveaux sacs de preuves à la main. « Ces deux-là comptent parmi nos meilleurs inspecteurs, et grâce à votre témoignage et aux enregistrements, nous allons probablement pouvoir démanteler tout le gang. » Le quart de nuit battait son plein, et la nouvelle de l'incident à la station-service s'était rapidement répandue au commissariat. D'autres policiers étaient venus féliciter René et Sarah pour leur sang-froid et leur intervention professionnelle. Le service de formation avait déjà demandé une copie de la vidéo, la jugeant un exemple parfait de la manière de gérer une situation de plus en plus tendue avec un minimum de force et de manière progressive. « La DCPJ demande à collaborer sur cette affaire », annonça le commandant Blanchard en sortant de son bureau, une tasse de café frais à la main. « Vos arrestations d'hier soir pourraient faire tomber tout le réseau. Nous parlons de plusieurs départements, de dizaines de suspects et de plus d'une centaine de victimes, principalement des travailleurs de nuit âgés. » Sarah parcourut les dossiers et lut les détails avec horreur. Les rapports indiquent qu'ils ont déjà volé pour des centaines de milliers d'euros en argent et en marchandises. Le préjudice le plus important reste cependant le traumatisme des victimes. De nombreux employés âgés ont été gravement blessés ou ont quitté leur emploi par peur. Marguerite, qui rédigeait sa plainte, prit la parole à voix basse. « J'ai moi-même pensé plusieurs fois à démissionner, » avoua-t-elle. « La nuit peut être effrayante, surtout quand des types comme ça apparaissent, mais voir comment vous avez maîtrisé ces hommes m'a redonné espoir. Peut-être qu'un changement est vraiment possible. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, de plus en plus de preuves s'accumulaient contre les serpents de fer. Ce qui n'avait commencé que comme un simple arrêt à une station-service offrait maintenant une bien plus grande opportunité de rendre justice à de nombreuses victimes jusque-là silencieuses. Pour René et Sarah, cependant, ce n'était qu'un rappel de plus de la raison pour laquelle elles avaient choisi cette profession. Protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Jour après jour, service après service. Le lendemain matin, la nouvelle de l'incident à la station-service se répandit comme une traînée de poudre dans les milieux policiers français. Lorsque René et Sarah arrivèrent à leur bureau, leur boîte de réception était déjà pleine de messages d'autres commissariats et même de la DCPJ demandant des informations. Vers 9 heures, l'agent Thomas André, du groupe de la DCPJ chargé des victimes âgées, arriva au commissariat, un épais dossier sous le bras. « Inspectrice Moreau et Dubois ?» demanda-t-il en balayant le bureau du regard. « Nous devons parler des 3 motards que vous avez arrêtés hier soir. » Dans la salle de réunion, l'agent André étala ensuite les photographies et les dossiers sur la table. « Les serpents de fer ne sont pas un gang ordinaire, » commença-t-il. « Ils ciblent délibérément les travailleurs âgés dans au moins 5 départements. Ils repèrent toujours des employés seuls, de plus de 60 ans, travaillant de nuit, puis reviennent pour piller les lieux, mais pas avant d'avoir terrorisé les victimes pour qu'elles se sentent impuissantes. » Pendant ce temps, à la maison d'arrêt, les 3 motards passaient une matinée difficile. François, le serpent. Bernard avait la tête entre les mains, réalisant à quel point il s'était trompé. Son avocat venait de lui énumérer la longue liste des accusations. Crimes en bande organisée avec armes, commis dans plusieurs départements, avec des charges au niveau national et départemental. De plus, ils ont des enregistrements vidéo de tout. L'intention est clairement démontrable, dit le représentant légal en feuilletant ses notes. Sans parler du fait que vos complices sont déjà en train de parler pour obtenir une réduction de peine.
le visage du serpent blêmit alors qu'il saisissait lentement la gravité de la situation. Dans une autre salle d'interrogatoire, Thomas, le cogneur Durand, chantait effectivement. « Je dirai tout », balbutiait-il nerveusement au procureur. « Sur le gang des serpents de fer, leur chef, tous les coups que nous avons faits, s'il vous plaît, réduisez ma peine. » Pendant ce temps, Étienne le balafrait. Pierre n'était pas en meilleur état. Le fanfaron qui effrayait Marguerite quelques jours plus tôt pleurait maintenant dans sa cellule et voulait appeler sa mère. L'arrogance nocturne s'était complètement dissipée à la lumière du jour. En haut, dans les bureaux, Marguerite était également arrivée pour identifier formellement ses agresseurs. Aujourd'hui, elle avait une toute autre allure. Elle entra dans le couloir avec assurance, le dos droit, là où plusieurs policiers la proposaient déjà pour une décoration pour son sang-froid. « Les enregistrements de sécurité sont absolument incroyables », dit-elle avec un regard brillant à René et Sarah. « Mes petits-enfants n'arrivent pas à croire à quel point vous avez été courageuse. Mon patron a non seulement fait installer de meilleures caméras, mais il a aussi engagé un agent de sécurité de nuit et d'autres stations-service du quartier prévoient de faire de même. » Vers midi, des journalistes s'étaient rassemblés devant le commissariat de Rochefort car l'histoire avait déjà fait les gros titres du matin. 3 membres d'un gang tristement célèbre arrêtés par 2 inspectrices hors service dans une station-service isolée. Le commandant David Blanchard tenait une conférence de presse louant le professionnalisme de René et Sarah tout en veillant à protéger la vie privée de Marguerite. « Cette affaire montre que le crime ne paie pas, » dit-il aux caméras, avant d'ajouter. Et aussi qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un d'après son apparence. Ces criminels pensaient trouver une proie facile alors qu'ils sont tombés sur 2 des meilleurs inspecteurs de France. À l'intérieur, René et Sarah regardaient la retransmission à la télévision, un peu gênés par cette soudaine attention médiatique. « Nous nous sommes juste arrêtés pour faire le plein », secoua la tête René. « Nous avons juste fait ce que n'importe quel policier aurait fait. » « Peut-être, mais vous avez géré la situation à la perfection », intervint l'agent spécial Thomas André, qui révéla que la direction centrale de la police judiciaire avait déjà demandé une copie des enregistrements de sécurité. Ceci illustre parfaitement comment maîtriser des suspects armés sans que la situation ne dégénère en violence. Dans l'après-midi, les chefs des serpents de fer étaient déjà très nerveux. Suite aux aveux des membres du gang, des descentes de police avaient été lancées dans 3 départements et toute l'organisation commençait à s'effondrer, simplement parce que 3 motards s'en étaient pris aux mauvaises personnes au mauvais endroit. Ce fut une leçon coûteuse, remarqua Sarah, en signant un nouveau rapport. Il ne faut pas harceler les travailleurs âgés et surtout ne pas juger quelqu'un à première vue. Surtout si cette personne porte un insigne, ajouta René avec un léger sourire, mais toutes 2 savaient que leur travail était encore loin d'être terminé. Une semaine après l'incident de la station-service, René Moreau et Sarah Dubois étaient assises au tribunal de grande instance du département, observant François, le serpent. Bernard et ses 2 complices être conduits devant la juge Éléonore Mathieu pour leur audience préliminaire. Leurs blousons de cuir et leur style macho avaient disparu. En combinaison orange de détenus, menottés, ils paraissaient insignifiants dans la vaste salle d'audience. La procureure de la République, Adeline Rousseau, énuméra d'une voix implacable les chefs d'accusation. « Madame la Présidente, les accusés sont poursuivis pour vol à main armée, port d'armes prohibées, détention de stupéfiants, violence envers des personnes âgées et participation à une association de malfaiteurs. » Dans les rangs du public, Marguerite était assise avec sa famille, désormais considérée par beaucoup comme une héroïne, surtout depuis que d'autres victimes antérieures des serpents de fer s'étaient manifestées pour témoigner. « Messieurs, vous avez terrorisé des personnes âgées innocentes et sans défense, » leur dit froidement la juge Mathieu. « Vous pensiez chasser des proies faciles, mais vous êtes tombés par hasard sur 2 inspectrices professionnelles. Parfois, la justice a aussi le sens de l'humour. » À l'extérieur de la salle d'audience, l'agent André donnait à René et Sarah les dernières nouvelles de l'enquête plus large. « Les serpents de fer s'effondrent, » expliqua-t-il en montrant de nouvelles photos des chefs de gang arrêtés. « Maintenant, tout le monde se retourne contre tout le monde pour obtenir des accords de plaidés coupables. Et tout ça parce que vous 2 vous êtes arrêtés pour faire le plein
à une station-service au hasard. De retour au commissariat de Rochefort, le commandant Blanchard les attendait avec d'autres bonnes nouvelles. L'administration départementale lance un nouveau programme de sécurité pour protéger les personnes âgées travaillant de nuit, annonça-t-il. Votre affaire à la station-service a été le signal qu'il fallait agir. Désormais, chaque magasin aura un bouton d'alarme, un meilleur éclairage et un système de sécurité plus sérieux. Et l'école de police a également intégré les enregistrements de la station-service à son matériel de formation. Les nouvelles recrues étudiaient l'intervention de René et Sarah comme un modèle de professionnalisme calme et de gestion parfaite de la situation. Observez comment elles ont maîtrisé la situation du début à la fin, sans pour autant aggraver la tension, montrait l'un des instructeurs en diffusant les images. Elles ont donné aux suspects le temps de reculer, ont protégé les civils et ont collaboré de manière professionnelle avec les unités arrivant sur les lieux. Cet après-midi-là, René et Sarah retournèrent à la station-service Le Relais, où de nouvelles caméras, des projecteurs plus puissants et un panneau annonçant une sécurité 24h/24 les accueillirent. Marguerite les salua avec un sourire radieux derrière le comptoir, où un bouton d'alarme fraîchement installé était également visible. « Vous n'imaginez pas tout ce qui a changé », annonça-t-elle avec enthousiasme. 3 autres stations-service du coin ont également embauché des agents de sécurité de nuit. Mon patron m'a donné une augmentation et m'a nommé superviseur du quart de nuit. Et en plus maintenant, j'enseigne l'autodéfense à d'autres personnes âgées. Un article de journal encadré relatant l'incident était accroché au mur et Sarah remarqua la posture droite et l'assurance nouvelle de Marguerite. « Cette nuit-là, vous avez aussi été courageuse, » lui dit-elle. « Vous avez gardé votre sang-froid et avez tout fait correctement. Vous êtes aussi devenu un modèle pour ceux qui craignent le travail de nuit. » En partant, plusieurs clients les reconnurent. Grâce au reportage, et une dame âgée s'approcha timidement d'elle pour les remercier de ce qu'elles avaient fait. « Je travaille de nuit dans une petite épicerie depuis 20 ans, et votre histoire nous a incités à exiger une meilleure sécurité. Vous avez montré qu'il ne faut pas tolérer le harcèlement juste parce qu'on est plus âgé. » René lisait justement un message de l'agent André annonçant l'arrestation de 2 autres chefs des Serpents de fer. Toute l'organisation criminelle était en train de s'effondrer parce que quelques-uns de ses membres avaient eu la malchance de croiser leur route cette nuit-là. Incroyable l'avalanche qu'une seule petite décision peut déclencher, remarqua René, alors qu'elle retournait au commissariat. Si nous nous étions arrêtés ailleurs pour faire le plein, ces types terroriseraient encore les personnes âgées. Mais au lieu de cela, poursuivit Sarah, ils vont être traduits en justice, leur gang est démantelée et les magasins offrent enfin une meilleure protection aux employés âgés. Parfois, la meilleure justice est celle qui prévient les crimes futurs. La lumière du soleil couchant peignait le ciel de Rochefort en orange et violet, tout comme lors de cette nuit fatidique. 3 motards avaient reçu une sévère leçon sur la raison pour laquelle il ne faut juger personne sur son apparence et pourquoi il ne faut jamais sous-estimer ni les travailleurs âgés, ni les inspecteurs qui ont juré de les protéger. 3 mois après l'incident de la station-service, René et Sarah se tenaient lors d'une grande cérémonie de remise de prix, à l'occasion de la célébration annuelle des distinctions des forces de l'ordre régional. La préfète, Hélène Martin, s'avança sur le podium tenant en main 2 médailles du courage. « Ce soir, nous honorons les inspectrices René Moreau et Sarah Dubois », annonça-t-elle, sa voix emplissant la vaste salle de conférence. Leurs actions n'ont pas seulement protégé une de nos concitoyennes vulnérables, mais ont finalement conduit au démantèlement d'un dangereux groupe criminel organisé qui s'en prenait aux personnes âgées. Dans l'assistance, Marguerite était assise avec sa famille, le visage rayonnant. Elle portait un nouveau badge indiquant qu'elle était devenue coordinatrice régionale de la sécurité nocturne pour un grand réseau de stations-service et à ses côtés se trouvait l'agent André, qui avait fait spécialement le voyage depuis Paris. Dans les rangs arrière, d'autres travailleurs âgés, victimes antérieures des Serpents de fer, étaient assis, pouvant enfin voir la justice être rendue. « Le gang des Serpents de fer est maintenant complètement démantelé », poursuivit la préfète. Grâce aux informations obtenues lors des premières arrestations, la police a finalement appréhendé 42 membres du gang dans 6 départements.
Plus de 400 000 € de biens volés ont pu être récupérés, mais plus important encore, les travailleurs de nuit âgés n'ont plus à vivre dans la peur. Lorsque René et Sarah reçurent leur distinction, les images de vidéosurveillance de cette nuit-là, devenues célèbres dans les formations des forces de l'ordre, furent projetées en arrière-plan. Le public put voir avec quel professionnalisme elles avaient géré la situation, donnant l'exemple aux futurs agents. François, le serpent, Bernard et ses 2 complices avaient déjà reçu leur sentence la semaine précédente. La juge Mathieu leur avait infligé leur peine sans pitié. Le serpent écopa de 25 ans, tandis que Durand et Pierre reçurent de 20 ans chacun. Et même ainsi, ce furent leurs aveux qui les sauvèrent de la perpétuité. Après la cérémonie, Marguerite s'approcha avec enthousiasme des inspectrices pour leur faire part de son dernier projet. « Je lance un programme national appelé « Les guerriers de la nuit », annonça-t-elle fièrement. Nous enseignons l'autodéfense et la sensibilisation à la sécurité aux travailleurs plus âgés, leur montrant que l'âge n'est pas synonyme de vulnérabilité. Cette fameuse nuit m'a fait réaliser que je voulais aider ceux qui sont dans la même situation que moi. L'agent André, pendant ce temps, expliqua l'ampleur de l'impact de l'affaire. Les délits avaient chuté de 70% depuis que la sécurité du travail de nuit avait été prise aussi au sérieux. La presse locale a surnommé tout cela « l'effet Marguerite », en référence à la manière dont l'échec des motards démasqués avait déclenché la réforme de la protection des travailleurs. Les magasins ont installé des systèmes d'alarme plus modernes, les boutons d'alarme sont devenus un équipement standard, et la formation des employés a également été revue en mettant un accent particulier sur l'autodéfense des personnes âgées et la reconnaissance des dangers. « Vous vous souvenez à quel point j'étais effrayée cette nuit-là » demanda Marguerite en regardant avec enthousiasme le badge indiquant sa nouvelle nomination. « Aujourd'hui, j'enseigne à d'autres travailleurs âgés comment gérer les situations difficiles. D'ailleurs, nous utilisons aussi les enregistrements dans la formation, avec mon autorisation bien sûr, dit-elle avec un sourire chaleureux. L'histoire de René et Sarah a entre-temps dépassé le monde des forces de l'ordre. Dans les cours d'autodéfense pour seniors à travers le pays, leur exemple était cité pour illustrer l'importance de la confiance en soi et d'une attitude vigilante. Il s'est avéré que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'une attitude calme et préparée peut être bien plus forte que n'importe quelle menace physique. Le commandant Blanchard s'approcha d'elle avec une autre bonne nouvelle. Le Conseil national des seniors souhaite que vous interveniez toutes les 2 à leur conférence. Il considère l'incident de la station-service comme un exemple parfait de la manière dont nous pouvons mieux protéger les personnes âgées qui travaillent de nuit. Ce soir-là, René et Sarah passèrent en devant la station-service Le Relays, qui accueillait le public sous une forme entièrement rénovée. Des projecteurs puissants, un système de caméras panoramiques et un nouveau panneau annonçaient « Lieu sûr pour les travailleurs de nuit, membres du réseau des guerriers de la nuit ». D'autres stations-service des environs avaient suivi l'exemple, créant une zone de sécurité pour leurs collaborateurs âgés. Incroyable que tout cela soit arrivé simplement parce que nous voulions nous arrêter pour faire le plein, remarqua Sarah en regardant sa distinction. Et parce que 3 motards ont très mal jugé les personnes âgées, ajouta René en souriant. Elle pensait à ces 3 hommes qui croupissaient maintenant en prison fédérale parce qu'ils avaient mal évalué à qui ils avaient affaire. Leur unique attaque contre l'employé âgé leur avait coûté leur liberté, conduit à l'effondrement de leur organisation et finalement déclenché des changements importants à l'échelle nationale. Alors qu'elles poursuivaient leur route, un nouveau service commençait dans de nombreuses stations-service françaises où des employés plus âgés prenaient leur poste. Mais grâce à l'effet Marguerite, ils effectuaient désormais leur travail avec plus de sécurité et de confiance, sachant que la société avait enfin reconnu que la protection de nos travailleurs les plus expérimentés était tout aussi importante que celle de n'importe qui d'autre. L'histoire de la rencontre entre 3 motards et les pires personnes possibles dans une station-service perdurera longtemps, rappelant que la vraie force se manifeste parfois sous la forme la plus inattendue et que parfois, elle porte un chignon argenté. 6 mois plus tard, à Paris, lors du Rassemblement national pour la sécurité des seniors, Marguerite monta sur le podium. Elle était aussi assurée que le jour de sa distinction, son élégant blazer orné de l'insigne des guerriers de la nuit.
Derrière elle, sur scène, René et Sarah avaient pris place, aux côtés de l'agent André et de représentants d'organisations de défense des droits des personnes âgées. « J'ai encore du mal à croire à quel point tout a changé », commença Marguerite, sa voix résonnant clairement dans l'immense salle. « Il y a 6 mois, je n'étais qu'une employée de nuit effrayée. Aujourd'hui, je suis ici pour raconter comment la protection des personnes âgées en France a été transformée grâce à 2 courageuses inspectrices. » Les changements étaient en effet spectaculaires et étendus. Aujourd'hui, dans 20 départements, la loi Marguerite était entrée en vigueur, imposant des mesures de sécurité plus strictes et des formations ciblées pour la protection des travailleurs de nuit âgés. L'affaire des serpents de fer avait mis en lumière un phénomène national où des groupes criminels ciblaient précisément les personnes âgées comme proie facile, ce qui avait complètement transformé la sécurité du travail de nuit. Pendant ce temps, au centre pénitentiaire, François le Serpent Bernard avait endossé un rôle tout à fait surprenant. Interviewé dans l'émission 60 Minutes, il reconnut ouvertement qu'ils avaient eu tort de s'en prendre aux personnes âgées qu'ils croyaient plus faibles et écrivait des lettres aux victimes âgées que leur gang avait terrorisées. À Rochefort, pendant ce temps, la station-service Le Relais était devenue un véritable projet pilote. Une équipe de documentaristes filmait justement Marguerite montrant le bouton d'alarme dissimulé dans un porte-clés, de caméras fonctionnant à l'intelligence artificielle et les portes de sécurité verrouillables à distance. Chaque employé reçoit une alarme discrète, expliquait-elle en faisant visiter les lieux à un groupe d'entrepreneurs. Une simple pression sur un bouton, et nous alertons immédiatement la police. Sans collaboration, cela n'aurait jamais pu se réaliser aussi rapidement. Depuis le bureau du commissariat, Sarah regardait le journal télévisé rendre compte des changements. Ce soir, une nouvelle station-service a rejoint le réseau des guerriers de la nuit, devenant ainsi le 1000e site à introduire une protection renforcée pour les personnes âgées. Le téléphone de René sonna. C'était un message de l'agent André. « Tu ne vas pas croire ces chiffres. À l'échelle nationale, le nombre de délits contre les personnes âgées a diminué de 85%. Et 7 autres départements vont bientôt adhérer à la loi Marguerite. C'est bien plus important que ce que nous pensions. » L'école de police a élaboré un module pédagogique distinct à partir de l'incident de la station-service, baptisé « Protocole Marguerite ». On y enseigne aux futurs policiers comment protéger plus efficacement les travailleurs âgés et comment réagir aux menaces spécifiquement dirigées contre eux. Les enregistrements de sécurité de la station-service Le Relais sont désormais étudiés par d'autres services de police du monde entier. Il ne s'agit pas seulement de sécurité physique, expliqua Marguerite lors de la conférence. Il s'agit du fait que la société porte enfin un regard différent sur les travailleurs âgés. Nous ne sommes pas des cibles sans défense, mais des professionnels expérimentés qui méritent respect et protection. Et, entre-temps, Sarah et René avaient également fait la une du beau magazine des seniors dans un article détaillé. La nuit qui a tout changé. Comment 2 inspectrices et une caissière courageuse ont révolutionné la sécurité au travail des personnes âgées. Le reportage décrivait en détail comment l'incident de la station-service était devenu une initiative nationale. Le commandant Blanchard fit une annonce encore plus importante. Le Conseil européen pour la sécurité des seniors souhaite utiliser notre programme comme modèle, dit-il fièrement. Il nous demande de présenter notre système de protection du travail de nuit et de partager nos expériences avec la communauté internationale. On dit que l'une des plus grandes avancées de ces dernières décennies a eu lieu dans le domaine de la sécurité des travailleurs âgés. Même les anciennes victimes des serpents de fer ont trouvé une nouvelle force grâce au groupe de soutien de Marguerite, qui compte aujourd'hui des antennes locales dans 40 départements. « Nous nous appelons les Lions d'argent », racontait un membre au journal local, parce que cette nuit-là a montré que l'âge ne détermine pas la force. Des changements ont également eu lieu dans la formation policière. Des modules spécifiques ont été introduits à l'échelle nationale, portant expressément sur la protection des travailleurs âgés, la reconnaissance du ciblage criminel basé sur l'âge et le traitement respectueux des communautés de retraités. « Regarde ça », montra René à Sarah sur son téléphone. Un autre gang de motards venait de tomber en Floride, non pas grâce à la police, mais parce qu'un pompiste âgé avait reconnu à temps leur comportement suspect
précisément grâce au matériel pédagogique de Marguerite, et avait alerté les autorités avant qu'un quelconque délit ne puisse être commis. La victime est devenue un observateur vigilant, sourit Sarah. Ça, c'est du progrès. À la fin de son discours en tant qu'invitée d'honneur, Marguerite brandit l'article de journal encadré qui relatait l'incident. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une station-service, dit-elle, toute la chaleur de son cœur dans la voix. Il s'agit du fait que les travailleurs âgés ont aussi droit au respect, à la protection et au droit de se sentir en sécurité. Merci à ces deux courageuses inspectrices qui se sont arrêtées faire le plein ce soir-là. Nous avons enfin été entendus. 10 ans se sont écoulés, déclara Marguerite d'une voix douce sur la scène du centre Marguerite Dubois, protection et épanouissement des seniors. Une décennie depuis cette vieille nuit à la station-service Le Relais. Et bien que ses cheveux aient grisonné, son regard brillait du même feu qui avait autrefois transformé la sécurité des travailleurs âgés à travers le pays. Le centre était un bâtiment moderne et spacieux où se déroulaient les programmes des guerriers de la nuit et où quiconque pouvait s'adresser pour obtenir des conseils ou du soutien concernant la protection des travailleurs âgés. Les murs étaient ornés de photos et de coupures de presse. L'ancien incident de la station-service, des moments des auditions de Marguerite au Parlement et une photo particulièrement émouvante du jour où René et Sarah avaient reçu la médaille de la liberté, reconnaissant ainsi leur contribution à un changement national. Il y a 10 ans, je n'étais qu'une employée de nuit terrifiée, poursuivit Marguerite en s'adressant aux invités de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, cependant, je peux dire avec fierté que plus de 50 000 travailleurs âgés ont suivi nos formations, que nos groupes ont été créés dans les 50 départements et que 8 autres pays ont adopté nos méthodes. Au premier rang étaient assises René et Sarah, toutes deux officiers supérieurs au sein du service spécial de la Direction nationale de la police judiciaire chargée de la protection des personnes âgées. L'incident de la station-service les avait complètement réorientées. Elles étaient devenues des expertes dans la lutte contre la criminalité visant les travailleurs retraités et dans l'élaboration de programmes de protection. Les statistiques montraient des résultats impressionnants. Depuis l'introduction de la loi Marguerite, le nombre de délits commis à l'encontre des travailleurs âgés avait chuté de 92 % et le réseau des guerriers de la nuit regroupait déjà plus de 20 000 sites. L'idée née du simple système de caméras de la station-service Le Relais s'était transformée en un réseau de sécurité complet. Pendant ce temps, François le Serpent, Bernard, qui regardait l'inauguration depuis la bibliothèque de la prison, était devenu de manière surprenante un partisan du changement. Dans son autobiographie écrite en cellule publiée dans de nombreux endroits, il avouait « Cette nuit-là ne m'a pas seulement privé de ma liberté, mais elle m'a aussi donné une nouvelle perspective sur les personnes âgées, la force et la notion de justice. » La station-service Le Relais était entre-temps devenue un lieu de mémoire d'importance nationale, complété par un petit musée qui présentait comment un simple incident s'était transformé en un mouvement national. Presque chaque jour, des groupes en autocar venaient en voir où tout avait commencé, et Marguerite leur racontait souvent personnellement les événements, soulignant l'importance de la protection des travailleurs âgés. Mes petits-enfants m'ont récemment demandé si j'avais eu peur cette nuit-là, partagea Marguerite avec l'Assemblée. J'ai répondu que oui, j'avais eu très peur. Mais grâce à ces deux courageuses inspectrices et à tous ceux qui sont ici, plus aucun travailleur âgé n'aura à revivre cette peur. Décossir. Et l'impact dépassa les stations-service. Les travailleurs âgés de tous les secteurs ont bénéficié des mesures de protection plus strictes, de la formation obligatoire à la sécurité et du réseau communautaire créé grâce à l'effet Marguerite. La manière dont un seul événement a pu engendrer une telle transformation est depuis citée comme un exemple classique de la rénovation de la protection des groupes vulnérables. C'est alors que Sarah se leva pour partager son propre point de vue. « Nous pensions juste nous arrêter pour un plein rapide », dit-elle en riant tout en jetant un regard à René. Au lieu de cela, nous avons lancé un mouvement national pour la protection des personnes âgées. La véritable héroïne, cependant, ce n'est pas nous, mais Marguerite, qui a transformé sa peur en force. René ajouta à cela, «
et chaque travailleur âgé qui n'a pas laissé faire de lui une victime et qui a dit « Nous méritons mieux que ça ». Ce sont eux qui ont fait de cet incident un véritable mouvement. En clôture de l'événement, fut inaugurée la nouvelle initiative, le Fonds de bourse Marguerite Dubois, dont le but est d'offrir une formation en sécurité et protection aux travailleurs âgés qui cherchent une seconde carrière dans le domaine de la sécurité au travail. Le premier groupe de 50 personnes, tous des étudiants de plus de 60 ans, présenta simultanément l'uniforme des guerriers de la nuit, prouvant avec fierté que l'âge ne constitue pas un obstacle. Le crépuscule tombait sur Rochefort, le ciel brillant de la même lumière orangée que lors de cette nuit fatidique 10 ans plus tôt. Marguerite s'arrêta un instant à l'entrée du centre qui portait son nom et contempla le bâtiment, devenu pour toujours le symbole de la persévérance et du changement. Cette femme âgée qui, à l'époque, luttait les mains tremblantes derrière le comptoir d'une station-service, était maintenant l'incarnation de tout un mouvement. « N'oubliez pas, » se tourna Marguerite vers les travailleurs de nuit nouvellement arrivés, « que l'âge n'est pas une faiblesse, mais une expérience et une force. Et grâce à ces 2 inspectrices qui se sont arrêtées chez moi pour faire le plein il y a 10 ans, aujourd'hui, le monde commence aussi à le comprendre. » Dehors, les dernières rayons du soleil scintillaient sur l'emblème des guerriers de la nuit, un lion d'argent fièrement dressé. Partout en France, des travailleurs âgés se préparaient pour le service de nuit, désormais avec beaucoup plus d'assurance, car les lois, la technologie moderne et un réseau de protection unifié veillaient sur eux. Tout cela parce que 3 motards avaient un jour jugé à tort quelqu'un sur son apparence. L'histoire de leur rencontre avec les pires personnes possibles dans une simple station-service n'était plus seulement le triomphe de la loi, mais aussi un exemple de la manière dont un seul incident peut radicalement transformer toute une société. La preuve que la vraie force peut briller à tout âge et que nos travailleurs les plus qualifiés et les plus expérimentés méritent le respect et la sécurité. Alors que Marguerite fermait le bâtiment pour la nuit, un jeune policier qui flânait près de l'entrée remarqua quelque chose. « N'avez-vous jamais regretté ce qui s'est passé cette nuit-là » demanda-t-il, hésitant. Marguerite sourit, touchant délicatement l'insigne des guerriers de la nuit. « Regretter? Jamais. Cette nuit-là nous a appris que ce n'est pas l'âge qui compte, mais à quel point vous vous défendez et défendez les autres. Et qu'il ne faut jamais laisser personne vous dire ce que vous valez en fonction de votre âge. » Quelque part dans le crépuscule descendant, un autre travailleur âgé se préparait à commencer son service de nuit, mais cette fois, sans aucune crainte. Grâce à ces 2 inspectrices qui s'étaient arrêtées pour faire le plein, et à une femme courageuse qui n'avait pas laissé la peur dominer sa vie.